Bonjour à tous, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo car j'étais relativement pris par le projet de Slash XSL Labs. J'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite une bonne année 2021 qui, je l'espère, nous réservera quelques bonnes surprises. Demain ou après-demain, j'aurai la chance d'avoir Mourad qui va me rejoindre pour répondre à une série de questions qu'on nous a posées. Des questions dont j'espère on aura les réponses. Mais avant ça, je dois faire une vidéo sur Flare Network qui risque d'être très technique mais nécessaire. On a entendu énormément de mauvaises interprétations ces derniers temps et une compréhension très approximative de ce qu'était ce réseau et surtout à quoi servira le Spark, le FLR. Je vais vous donner ma vision et surtout ce que j'ai compris après avoir discuté plusieurs fois avec Hugo, son créateur, et surtout après mes 5 lectures du white paper. Donc j'ai à côté de moi des petites notes pour ne pas me perdre en route, car ce n'est pas si simple, et je précise, c'est ce que j'ai compris, et je ne pense pas être trop loin de la vérité. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une copie du XRPL. Flare Network est un nouveau réseau distribué utilisant le protocole de consensus Avalanche. Ce protocole a lui-même été adapté au Federated Byzantine Agreement, et ce réseau peut exploiter la machine virtuelle d'Ethereum, EVM. Donc on va décomposer ce que je viens de dire étape par étape, histoire de ne pas trop être largué. Ah oui, et au passage, il n'y aura pas de motion design dans la vidéo, seulement ma voix, je n'ai plus le temps pour ça, désolé. Alors, le FBA, le Federated Byzantine Agreement, c'est la manière la plus traditionnelle de parvenir à un consensus via un accord byzantin. Donc c'est un concept fondamental de la technologie blockchain. Un consensus, c'est un accord entre plusieurs participants d'un réseau sur une décision à prendre. Alors on va utiliser une métaphore pour comprendre ce qu'est le problème des généraux byzantins. Je vais lire un texte très intéressant que j'ai trouvé sur le net. Des généraux de l'armée byzantine campent autour d'une cité ennemie. Ils ne peuvent communiquer qu'à l'aide de messagers et doivent établir un plan de bataille commun, faute de quoi la défaite sera inévitable. Cependant, un certain nombre de ces généraux peuvent s'avérer être des traîtres, qui essaieront donc de semer la confusion parmi les autres. Le problème est donc de trouver un algorithme pour s'assurer que les généraux loyaux arrivent tout de même à se mettre d'accord sur un plan de bataille. Il a été démontré qu'en utilisant uniquement des messages oraux, ce problème des généraux byzantins peut être résolu si, et seulement si, plus des 2/3 des généraux sont loyaux. Ainsi, un seul traître peut confondre 2 généraux loyaux. De plus, le problème peut être résolu pour un nombre quelconque de généraux renégats si les messages sont écrits et non falsifiables. Donc en gros, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de traîtres qui voudront foutre le bordel sur le réseau. Et c'est ce que OpenCoin, qui a créé le XRPL, a réussi à résoudre. En gros, les nœuds sur le XRPL valident les registres de données en atteignant un consensus sur la solution à un problème spécifique. Cet accord byzantin est atteint lorsqu'un nombre minimum de nœuds, donc on appelle ça le quorum, reconnaît que la solution présentée est correcte. Cela valide ainsi le registre et permet son intégration sur le XRPL. D'ailleurs, le XRPL, il faut le savoir, c'est le pionnier de ce type de consensus. On ferme la parenthèse sur le FBA, maintenant Avalanche, c'est quoi? Le consensus Avalanche, tout comme la blockchain Bitcoin, c'est un protocole probabiliste. Pour ceux qui comprennent comment fonctionne le minage du BTC, ils comprendront. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais ça va vous faire un trou au cerveau. Le protocole de consensus Avalanche peut rendre la probabilité d'erreur si petite qu'il est encore moins probable qu'une faille se produise sur un nœud Avalanche que les chances de trouver une collision de hachage en SHA-256. En informatique, une collision, c'est quand 2 données ont un résultat identique avec la même fonction de hachage. Vous savez, un hash, c'est cette suite de chiffres et lettres aléatoires qui ne peut jamais être remontée en clair. Pour mieux visualiser ça, on va faire un comparatif avec les géocroiseurs du système solaire. Il y a genre 100 fois plus de chances qu'un météore défonce la Terre au cours de ces 100 prochaines années qu'une collision SHA-256 se produise au cours des 1000 prochaines années. Bon, en tout cas, c'est les chiffres qu'on nous donne. Alors pour revenir sur Avalanche, il y a un énorme avantage, c'est qu'il finalise également toutes les transactions immédiatement sans attendre les confirmations. En fait, Avalanche voit les transactions se finaliser en moins d'1 seconde en moyenne. C'est ultra rapide par rapport au réseau décentralisé qu'on connaît bien. C'est même plus rapide que le XRPL, enfin, tant que Cobalt n'est pas intégré au réseau. Alors il y a un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il ne nécessite pas de matériel cher pour atteindre des performances de fou qui dépassent les 4500 TPS. Ça veut dire que l'ordinateur qui vous permet de jouer aux Sims est suffisamment puissant pour exécuter Avalanche.
Donc cette combinaison rend les nœuds Avalanche extrêmement écologiques et aussi économiques. Mieux encore, comme Bitcoin, il n'y a pas de cap sur le nombre de personnes pouvant participer au réseau. On ne peut pas en dire autant d'autres protocoles. Avalanche, ce n'est pas du Proof of Work comme sur Bitcoin. Dans des protocoles comme Bitcoin, la preuve de travail, donc le Proof of Work, est nécessaire à la sécurité contre les acteurs qui voudraient mettre à mal le réseau. Avalanche pouvait utiliser la preuve de travail, mais ils ont choisi la preuve d'enjeu, donc le Proof of Stake, POS, pour forcer les utilisateurs à avoir un certain nombre de tokens avant d'être autorisés à voter. J'espère avoir été clair sur Avalanche, bien que je ne sois pas du tout allé en détail. Mais il faut comprendre que c'est un élément extrêmement important de Flare Network. Dernier point à voir avant de passer à la suite, c'est l'Ethereum Virtual Machine. Donc l'EVM, c'est son nom raccourci, et on le nommera comme ça histoire de gagner du temps. Donc EVM, c'est une machine virtuelle en fait qui se trouve dans chaque full node du réseau Ethereum. C'est un système d'exploitation, en gros, qui permet d'exécuter des contrats intelligents. Ces contrats sont principalement écrits en Solidity, c'est le langage que la communauté a choisi d'utiliser le plus, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres. Maintenant, en rapide, qu'est-ce qu'un contrat intelligent? De mon point de vue, le mot contrat intelligent, déjà, je trouve qu'il a été mal choisi, car il ne s'agit pas de contrats et ils sont encore moins intelligents. C'est comme le Big Bang, il n'était pas gros et il n'a pas fait de bruit. Les contrats intelligents, pour la plupart, devraient s'appeler programmes débiles. Alors, les contrats intelligents sont des applications, ni plus ni moins, qui s'exécutent sur la machine virtuelle Ethereum. Par exemple, imaginez la création d'un service de financement participatif de type Kickstarter. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui explique ça très bien. Quelqu'un pourrait mettre en place un contrat intelligent qui mettrait en commun l'argent à envoyer à quelqu'un d'autre. Le contrat intelligent pourrait être écrit pour dire que lorsque 100 000 $ sont ajoutés au portefeuille, tout sera envoyé au destinataire. Ou si le seuil de 100 000 $ n'a pas été atteint dans un délai d'1 mois, tout sera renvoyé au détenteur d'origine. Bien sûr, dans le cas de Ethereum, cela utiliserait des Ethers au lieu du dollar. Dans le cas de Flare, cela pourra utiliser du FXRP ou du Spark, mais on va y revenir. Donc, Flare Network a récupéré le VM et l'a intégré sur son réseau. Si vous voulez déployer des contrats intelligents sur Flare, il vous suffit de vous mettre à Solidity et faire mumuse sur le réseau Coston, qui est le banc d'essai actuellement. Il faut savoir une chose, c'est que ces contrats intelligents consomment du gaz. Et donc maintenant, ça va nous amener à parler du Spark, le FLR. Ce token sera disponible lorsque le mainnet en mai sera actif, pas avant. Si un exchange vous le propose avant, il ne s'agit que d'une unité de compte, un IOU, rien de plus. Premièrement, il faut savoir qu'il y aura une absence totale de lien entre la sécurité du réseau et le token, le Spark. Cela permettra une plus grande flexibilité quant à la manière dont ce token pourra être utilisé. Deuxièmement, sur ce réseau, on aura un écosystème de dApp qu'on pourra appeler SDA, Spark Dependent Application. Le Spark sera utilisé de 3 façons différentes dans les modèles SDA. Il sera converti en unité de gaz pour l'exécution de contrats intelligents. Il sera utilisé pour contribuer au Flare Time Series Oracle, le FTSO, qui fournira des estimations de données, mais on y reviendra après. Et pour finir, le Spark pourra être utilisé comme un token de participation à la gouvernance du réseau sur certaines décisions, comme par exemple le ratio FLR-XRP nécessaire à la création d'un FXRP ou autre système. L'objectif technique de Spark est d'imposer des frais de transaction afin de décourager les transactions superflues, c'est-à-dire le spamming sur le réseau. Le réseau Flare Network utilise la machine virtuelle Ethereum, le VM, comme on l'a dit juste avant. Le VM définit la complexité de calcul d'une transaction en tant qu'unité de gaz. Pour éviter des transactions extrêmement longues ou interminables, Flare imposera une limite de complexité définie en unité de gaz. Donc, un taux de conversion de gaz entre le gaz et Spark est fixé par le réseau. Cette limite et la conversion entre le gaz et Spark sont des paramètres de gouvernance. Maintenant, on comprend que les contrats intelligents n'auront pas forcément besoin de FXRP pour son fonctionnement comme on l'entend partout, mais ils pourraient seulement utiliser des unités de gaz de Spark. Donc ce réseau ne dépend absolument pas du XRPL et du XRP. Si quelqu'un vous dit cela, c'est faux. Il s'agira d'un réseau indépendant. Maintenant, on se demande alors à quoi servira le FXRP. Le FXRP, c'est une représentation sans confiance du XRP sur le réseau Flare. Il peut être créé et utilisé par les détenteurs de XRP via des contrats intelligents. Des personnes, vous ou moi, mettront en place des Spark en garantie dans ces contrats et gagneront des frais
lors de la création ou le rachat de FXRP. Le FXRP permettra à XRP d'être utilisé dans des contrats intelligents et sans tiers de confiance. Il faut comprendre que le FXRP est la première représentation, mais pas la seule sur le réseau. Sur Flare, on parle de F-Asset. Bitcoin, XLM ou même Ethereum pourront avoir un F-Asset sur le réseau et ainsi profiter de la performance du réseau. On parlera donc de F-Bitcoin, F-XLM et ainsi de suite. Le F-Asset permettra aussi de participer d'une certaine manière à la gouvernance, mais on va y revenir. Maintenant, on arrive bientôt à la fin de l'explication de Flare Network. Mais on a encore deux choses à voir, le FTSO et Flare Foundation. L'oracle des séries chronologiques, Flare, donc c'est son nom français, donc le FTSO, c'est une application décentralisée qui va créer des estimations précises des données de séries chronologiques off-chain, ça veut dire en dehors du réseau Flare. Quand on parle de série, on parle d'une succession de registres ou de blocs dont on fait la moyenne. Comme son réseau est lent, dans le cas de Bitcoin, on aurait seulement besoin de faire remonter l'information d'un seul bloc. Dans le cas du XRP, nous pourrions sélectionner par exemple 5 à 10 blocs du fait de sa rapidité. L'oracle prendra les estimations de deux ensembles de participants, les détenteurs de Spark et les détenteurs de F-Asset qui sont acceptés. À intervalles réguliers, les participants des deux ensembles soumettront au système leurs estimations actuelles. L'ensemble de votes qui résulte de tout ça forme une distribution des estimations de données. On appelle ça la distribution des estimations pondérées. Et pour éliminer les valeurs aberrantes, donc des trucs complètement what the fuck, qui sont probablement des erreurs classiques ou des erreurs volontaires, seul le milieu 50% déterminé par le nombre de voix est retenu. Donc on utilise cette moyenne pondérée de la distribution tronquée comme une estimation de la valeur pour les prochains paramètres du système. Les détenteurs dont les votes ont contribué à la production du résultat final sont ensuite récompensés en FLR, en Spark. C'est en ça que le Spark est utile dans le FTSO. Les détenteurs de FXRP peuvent aussi participer au FTSO, mais ceux-ci ne sont pas récompensés par le système, car l'intérêt pour eux est la sécurité du système, donc ils ont tout intérêt à ne pas faire remonter des informations erronées, sinon ils perdraient de l'argent ni plus ni moins, et leurs estimations se feraient tronquer du résultat final. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais j'espère que ça va éclaircir pas mal de gens. Et si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à replay la vidéo, ou même à aller lire le white paper, car c'est pas évident d'essayer d'expliquer tout ça. Maintenant, pour finir sur Flare, on va parler de la Fondation Flare très brièvement. La Fondation Flare, c'est une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est de participer au développement et à l'amélioration du réseau. La Fondation s'y emploiera de 5 manières: subventions, investissement, développement direct de logiciels, contenu éducatif et publicité et partenariat. Il y a 5 points à retenir sur la Fondation. Ils n'auront pas le droit de vote final, les Sparks de la Fondation ne seront pas utilisés dans des F-Assets, ils n'auront pas de participation au FTSO. Si le réseau décide de les détruire, il le peut, et Flare Foundation aura quelques semaines pour cesser toute fonction. Et dernier point, Flare Foundation a l'obligation de faire des rapports transparents sur ses activités. Voilà, j'espère que la plupart ont réussi à suivre. Je ne suis pas le créateur de Flare Network, donc j'ai peut-être par moments manqué de précision, mais je pense avoir déjà pas mal dégrossi la chose. On aura l'occasion d'en reparler très prochainement. À bientôt.